Haïti est un pays sublime avec des paysages pour le moins paradisiaques, mais ses habitants vivent pourtant en enfer. Le pays est en effet contrôlé par des gangs surarmés et ultra-violents, qui ont instauré un véritable climat de terreur. La sublime perle des Antilles est donc aujourd'hui un territoire complètement désolé, avec un état quasi inexistant et une situation humanitaire catastrophique à tous les niveaux. Devant un constat si alarmant, les questions s'imposent d'elles-mêmes, car tout le monde souhaite savoir pourquoi Haïti est tombé ainsi dans l'anarchie, alors même que le pays n'est pas en guerre. C'est justement à cette question précise que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo, afin de vous expliquer les raisons profondes qui ont fait plonger Haïti dans le chaos. L'histoire d'Haïti a depuis toujours été écrite avec beaucoup de sueur, de souffrance et de sang. Haïti, c'est d'abord une île, Hispaniola, ainsi nommée par Christophe Colomb parce que ses paysages lui rappelaient l'Espagne. Le navigateur génois avait accosté le 6 septembre 1492 au Mole Saint-Nicolas, situé au nord-ouest de l'île, qui était alors peuplée par des indigènes amérindiens plutôt pacifiques. Cette population autochtone avait ainsi accueilli ces hommes blancs avec une grande hospitalité, mais elle allait très vite déchanter. Les colons espagnols n'allaient pas tarder en effet à dévoiler leur vrai visage, décimant des tribus entières et réduisant les survivants à l'esclavage. Alors qu'ils étaient plus d'1 300 000 individus à vivre sur l'île avant l'arrivée des conquistadors, il n'en restait plus que 60 000 en 1507. La population indigène fut finalement totalement exterminée, ce qui posait un sérieux problème aux colons espagnols, qui avaient besoin de main-d'œuvre pour les plantations et les mines d'or. Les Espagnols firent alors venir des dizaines de milliers d'esclaves noirs directement d'Afrique, qui subiront les traitements les plus humiliants et les plus avilissants qui puissent être. Ces malheureux étaient en fait traités pire que des animaux, parqués par centaines dans des soutes exiguës et nauséabondes où bon nombre d'entre eux rendaient leur dernier souffle. Ceux qui avaient été assez robustes pour supporter cette terrible traversée de l'océan débarquaient sur Hispaniola où ils étaient séparés puis assignés à des plantations de canne à sucre ou dans des mines d'or. Dans ces conditions épouvantables, ces esclaves devaient alors trimer jour et nuit tout en se contentant de bien maigres pittances et en endurant les plus cruels traitements. La partie occidentale de l'île d'Hispaniola était plutôt pauvre en minerais précieux et les Espagnols, qui n'étaient mus que par la fièvre de l'or, négligèrent alors cet endroit, qui resta donc sans protection. Des boucaniers français saisirent alors cette opportunité et s'emparèrent de ce territoire sur lequel ils fondèrent la colonie de Saint-Domingue, qui deviendra plus tard le pays d'Haïti. La partie gouvernée par les Espagnols deviendra quant à elle la République dominicaine. La colonie française est tournée vers la production d'indigo et de canne à sucre, et pour faire tourner leurs plantations, ils eurent recours à l'emploi massif et systématique d'esclaves noirs africains. La France fit venir ainsi des centaines de milliers d'esclaves qui subissaient un traitement ignoble et qui étaient pour la plupart destinés à mourir à la tâche. Le traitement réservé aux Noirs était si ignominieux que l'on assistait régulièrement à de petites révoltes d'esclaves qui finissaient bien souvent, hélas, dans un bain de sang. Mais au fil des ans, les esclaves étaient de plus en plus nombreux sur l'île et le grondement de leur fureur se faisait chaque jour plus menaçant. Pourtant, la colonie de Saint-Domingue est devenue la plus rentable et la plus prospère de toutes les colonies des puissances européennes, grâce à ses formidables productions de sucre et de café. La colonie est en effet le premier producteur au niveau mondial de ces deux denrées, mais ce commerce ne bénéficie pas qu'à la métropole qui en détient le monopole et fixe les prix. Les grands propriétaires terriens et les nobles s'enrichissent considérablement, mais en parallèle, le traitement des esclaves noirs n'en devient que plus cruel. Même les mulâtres libres et les esclaves affranchis n'ont pas les mêmes droits que les blancs et subissent eux aussi des brimades et des humiliations quasi systématiques. Les conditions étaient si épouvantables que beaucoup d'esclaves n'hésitaient même plus à s'enfuir de leur plantation, s'exposant ainsi au pire des supplices s'ils étaient attrapés. Et puisque les colons avaient des chiens dressés pour chasser l'esclave, un grand nombre d'entre eux finissaient malheureusement déchiquetés sous leurs canines. Mais il y en avait pourtant qui réussissaient à s'enfuir dans les montagnes et les régions reculées de l'île, où ils purent s'établir en tribu et où ils développèrent même une religion, le vaudou. Cette communauté qui s'agrandissait au fur et à mesure commençait sérieusement à inquiéter la population blanche de l'île, car tout le monde arrivait à sentir qu'il y avait un air de révolte dans l'air. Et malgré la répression féroce, les horribles supplices et les traques à grande échelle, ces groupes de marrons allaient prospérer au point de fomenter une véritable révolution des Noirs. Ainsi, le 14 août 1791, une cérémonie vaudou organisée à Bois-Caïman va devenir le point de départ d'une révolte sans précédent sur l'île, qui se soldera par des incendies de toutes les plantations du Nord, ainsi que le massacre de plus de 1000 Blancs. Contrairement à toutes les autres révoltes d'esclaves avortées par le passé, celle-ci était menée par des leaders charismatiques et respectés,
et bénéficiait surtout de la bénédiction des prêtresses vaudou, dont l'autorité religieuse était très forte auprès de la population noire de l'île. Cette révolte, née dans la plaine du Nord, gagnera peu à peu toutes les régions de l'île et les villes tombent aux mains des insurgés les unes après les autres. S'ensuivront alors une série ininterrompue d'épouvantables massacres visant les Européens et parfois même les mulâtres. Haïti baignera donc dans le sang jusqu'à la proclamation de son indépendance en 1804, devenant ainsi la première république noire de l'histoire, mais également le premier État noir dans le monde. La perle des Antilles est enfin libérée du joug de l'esclavage, mais hélas, le sang ne cessera pas de couler pour autant. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Au lendemain de son indépendance, Haïti sombrera dans une folie sanguinaire qui restera à jamais entachée sur son histoire. Les Haïtiens décident en effet de massacrer les citoyens français blancs qui étaient restés dans le pays après la proclamation de son indépendance. Plus de 10 000 personnes, femmes, hommes et enfants seront assassinés sans merci et de la manière la plus cruelle qui soit, à l'arme blanche. Il avait été décidé en effet de ne pas utiliser de fusils afin que les coups de feu ne puissent alerter les habitants des villes voisines. Le chef d'orchestre de ces massacres était le tristement célèbre Jean-Jacques Dessalines, un ancien esclave affranchi devenu gouverneur à vie d'Haïti. Celui-ci se fera d'ailleurs assassiner à son tour par des mulâtres en 1806, et le pays ne cessera dès lors de connaître des bains de sang dans une succession de coups d'État, d'instabilité politique et d'insurrections armées. En 1957, Haïti est un pays gangréné par la corruption et secoué par des troubles politiques majeurs. Un climat de terreur règne sur l'île et un opportuniste du nom de François Duvalier saisit l'occasion pour s'accaparer le pouvoir. Débutera alors un règne sans partage sur Haïti, qui deviendra littéralement la vache à lait du clan Duvalier, avec des centaines de millions de dollars pillés directement des caisses de l'État. Cette dictature sans nom prendra finalement fin en 1986, avec l'exil forcé de Jean-Claude Duvalier en France, sous la pression du peuple, mais aussi et surtout du gouvernement des États-Unis. Le dictateur déchu laisse un bilan macabre de plus de 50 000 morts et un pays totalement en ruine. La dette d'Haïti vis-à-vis de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international s'élevait alors à quelques 844 millions de dollars, une dette qualifiée d'odieuse puisque cet argent n'a jamais été dépensé en Haïti, mais détourné plutôt dans des banques suisses et panaméennes. Après pratiquement 3 décennies de dictature, Haïti ne voit pourtant toujours pas le bout du tunnel, et le pays est en proie à d'incessantes tueries, organisées pour la plupart par d'anciens fidèles du régime. On estime ainsi que dans la période située entre 1986 et 1990, plus de 1500 personnes sont assassinées par ces groupes de paramilitaires assoiffés de sang. L'un des massacres les plus tristement célèbres est celui de l'église catholique de Saint-Jean-Bosco à Port-au-Prince, qui a duré 3 heures durant lesquelles furent tués des dizaines de fidèles, tout simplement parce que le prêtre de cette église avait critiqué la famille Duvalier. La sublime perle des Antilles n'a donc pas fini de souffrir en son sein, et le peuple haïtien, premier peuple noir indépendant, est comme poursuivi par une éternelle et terrible malédiction divine. Les années 1990 et 2000 seront ainsi aussi mouvementées sur le plan politique et social, avec des mandats présidentiels controversés et des putschs pour reprendre le pouvoir, et en toile de fond, la misère sans cesse croissante des Haïtiens. Mais le destin des Haïtiens allait s'avérer infiniment plus sombre encore, car cette fois-ci c'était la nature et ses éléments déchaînés qui allaient s'abattre sur eux. Le 12 janvier 2010, à 16h53 heure locale, un terrible séisme d'une magnitude de 7,3 frappe Haïti de plein fouet. L'épicentre est situé à 25,3 km à peine de Port-au-Prince, la capitale du pays, dont la plupart des bâtiments ont été rasés. Le bilan matériel est énorme, estimé à plusieurs milliards de dollars, mais le bilan humain, lui, est encore bien plus lourd, avec un peu plus de 300 000 morts. Ce tremblement de terre a complètement dévasté le pays, qui ne dépendait dès lors plus que de l'aide humanitaire pour subsister. Les institutions haïtiennes, qui étaient déjà fragilisées par des années de corruption et de violence, n'existaient tout simplement plus. Et les Haïtiens étaient littéralement livrés à eux-mêmes, sans police, sans école et sans hôpitaux. Ce chaos urbain favorisera ainsi l'émergence de bandes criminelles organisées en gangs qui terrorisaient les survivants et mettaient même en péril la vie des secouristes. La livraison de l'aide humanitaire a ainsi été empêchée dans certains endroits contrôlés par les gangs, laissant ainsi les habitants mourir de faim et du manque de soins et de médicaments. Par-dessus tout, le pénitencier central de Port-au-Prince fut laissé sans surveillance, ce qui entraîna la fuite de plus de 3000 détenus de droit commun, en gros un ramassis de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Ces dangereux criminels vinrent grossir les rangs des gangs déjà en place dans la capitale et ses environs, et désormais Haïti leur appartenait.
Dans ce monde ultra-violent où les chefs de gang étaient considérés comme des parrains de la mafia, un nom en particulier allait émerger du lot et s'affirmer avec puissance comme le chef le plus cruel et surtout le plus craint. Il s'agissait de Jimmy Cherizier, connu sous le nom de Barbecue, un colibé qui lui a été attribué par ses hommes parce qu'il avait l'habitude de brûler vifs ses ennemis. Cherizier était un ancien flic qui était justement spécialisé dans la lutte contre les gangs, une mission qu'il remplissait à merveille à l'époque, quoique sa manière d'opérer extrêmement brutale ne plaisait pas à tout le monde. Son implication dans plusieurs massacres fut dûment attestée, comme celui de la Saline en 2018, au cours duquel au moins 71 personnes ont été tuées et plus de 400 maisons incendiées. Jimmy Cherizier était en effet connu pour être un policier sadique qui n'hésitait pas à brûler des quartiers entiers avec leurs habitants coincés à l'intérieur, d'où son surnom de barbecue. Lassé des scandales à répétition et de ses méthodes carrément inhumaines, la police nationale haïtienne finira par le licencier en 2018. Le policier banni rejoindra alors le camp d'en face, et grâce à son expérience personnelle de la terreur, il réussira à s'imposer comme l'un des chefs de gang les plus puissants de l'île. Son emprise sur Port-au-Prince est telle qu'il dirige à lui seul une fédération de plus d'une douzaine de gangs, réunis sous la bannière de la famille G9. Barbecue jouissait d'un immense pouvoir dans la capitale, et certains Haïtiens n'ont pas manqué de souligner ses accointances flagrantes avec le pouvoir en place. L'ex-policier devenu chef de gang était en effet très étroitement lié à l'ancien président Jovenel Moïse, et bénéficiait donc d'une sorte de passe-droit tant qu'il faisait régner l'ordre dans la rue. Certains vont même jusqu'à accuser ouvertement l'ex-président d'avoir armé certains gangs pour en faire une sorte de milice présidentielle. Car en Haïti, la relation entre les gangs et les hommes politiques ne date pas vraiment d'hier, et pratiquement tous les présidents étaient liés aux chefs de gang. Mais Jovenel Moïse a fini par être assassiné en 2021 par une bande de mercenaires colombiens, son assassinat ayant été commandité par des opposants politiques. Barbecue, ne bénéficiant plus d'un appui gouvernemental et craignant d'être affaibli dans sa position de chef de gang, se livra alors à une véritable folie meurtrière dans Port-au-Prince. La guerre des gangs gagna ainsi en intensité, et Barbecue a fait de la démission du Premier ministre Ariel Henry, le remplaçant de Jovenel Moïse, son cheval de bataille. Le chef de gang a en effet décidé de jouer aux révolutionnaires et souhaite carrément renverser le pouvoir. Profitant d'un voyage à l'étranger d'Ariel Henry, Barbecue s'est allié avec les autres gangs de la capitale pour mener une véritable guerre civile à Haïti et faire un coup d'État. Le chef de gang a libéré quelques 4700 criminels détenus dans les 2 plus grandes prisons du pays, qui sont donc venus grossir les rangs de son armée. Le destin d'Haïti tient donc aujourd'hui entre les mains de cet ex-policier devenu gangster et qui se verrait bien comme futur président du pays, de gré ou de force. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du terrible état de chaos dans lequel vivent les Haïtiens en 2024. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.